Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 automatisations IA que vous pouvez revendre plusieurs milliers d'euros. Donc, premier élément, on a les workflows SEO. Ensuite, on a l'Agency Crag. Ensuite, on a l'agent email, MCP Gmail, workflow nouvelle boîte, scrapping IA et enrichissement de données. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Gavilla et j'ai une agence semi-startup dans l'IA. On a accompagné une vingtaine d'entreprises depuis le début de l'année à intégrer ce que j'appelle des systèmes IA, c'est-à-dire des agents, des automatisations et des pipelines. Et on travaille sur notre SaaS Dataforge, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, le premier workflow, c'est la génération d'articles SEO. Il faut savoir que le SEO est de moins en moins pertinent. Pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes font des recherches via ChatGPT et via Gemini. Ça peut être très intéressant pour les entreprises qui ont un site internet, qui ont besoin de driver du trafic sur leur site internet, notamment via Google. Donc, ce premier workflow sur N8N, on va récupérer de la data directement depuis Airtable, comme vous le voyez juste ici, via un webhook. Ensuite, on va formater les informations. Souvent, je formate les informations via un code. On peut aussi générer un ISI unique qu'on va réutiliser dans la mémoire des agents. On va récupérer encore plus de data via Airtable. Et ensuite, on a un if qui va dépendre de si l'utilisateur sur Airtable met une URL. Donc, l'URL qu'il a envie de rechercher et d'agréger, ça peut être très bien des news qu'il a envie d'ajouter à l'intérieur de son article. Il peut aussi rajouter un PDF. Donc, si on a envie d'extraire de l'information depuis un PDF qu'il aurait stocké. Et ça peut aussi être ni l'un ni l'autre, ok, donc on va faire un if pour les différentes possibilités. Okay. S'il a mis un PDF, on va mettre un simple extract PDF. Il y a plusieurs façons d'extraire de l'information depuis un PDF. Ça va vraiment dépendre, par exemple, si on a des nécessités en termes de sécurité, si on peut directement utiliser une API sur le cloud comme Yamaparse, si les PDF ont un certain format, s'il y a des graphiques à l'intérieur, s'il y a des tables à l'intérieur, s'il y a des formules, etc. On peut utiliser différentes bibliothèques Python. On peut utiliser des API externes, ok, ça va dépendre du scénario, mais le plus simple, c'est d'utiliser le extract PDF directement de N8N. Ensuite, pour la recherche sur Internet, on utilise Perplexity. Donc, Perplexity, c'est tout simplement une IA qui va chercher sur Internet et qui a plusieurs modèles et qui marche plutôt bien. On a Deep Research, on a Sonar Pro, et moi, je trouve ça vachement efficace. Ensuite, une autre stratégie que je vous partage, qui est la génération de système prompt, ok, avec du code. Donc concrètement, je vais aller dessus tout de suite. Okay, on peut très bien générer des systèmes prompt via du code, okay, et selon les informations qu'on aura au départ, générer un système prompt différent. Et ensuite, ce système prompt, on va l'insérer dans le système message. Comme ça, lorsqu'il y a une branche, on aura un système prompt différent que lorsque la data sera passée par une autre branche, ce qui est plutôt logique. Ensuite, on met souvent un information extractor. Donc, l'information extractor, ça permet d'extraire les informations après l'agent IA. Pourquoi? Parce que les agents IA ont du mal à parser les informations. Même si on met des output parsers, vous allez me dire, mais Quentin, il y a des output parsers. Oui, mais ça marche pas toujours. Je sais pas pourquoi. Une fois sur 8, ça va pas marcher. Ça va dépendre du modèle, ok, ça va dépendre du scénario. Mais parfois, pour éviter que ça bug, on utilise tout simplement un information extractor qui va faire le job à la place de l'output parser qu'on aurait pu configurer sur l'agent IA. Il faut savoir aussi que ça dépend des modèles. Maintenant, on a par exemple Claude 4 qui vient de sortir et je trouve que ça marche plutôt bien. Même Claude 3.7, ça marche très bien, mais ça coûte très cher. Inversement, on a Gemini qui coûte littéralement 10 fois moins cher, ok, mais qui est moins puissante directement à l'intérieur des agents. Ça va dépendre du scénario. Et ensuite, on a GPT 4.1 qui prend maintenant 1 million de contextes. Il faut savoir qu'avant, les versions de GPT, ça prenait 128K au lieu de 1 million de contextes, donc ça prend plus de contexte. Et ils ont aussi un mode JSON. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez l'obliger à sortir systématiquement du JSON lorsque vous paramétrez le LLM. Et ça, c'est magique. Je ne crois pas qu'il y ait cette possibilité sur les autres LLM. Bon, il faut vérifier quand même. Je dis peut-être des bêtises. Ensuite, on a de la recherche sur la SERP, les PAA, c'est-à-dire des questions qui sont similaires aux mots-clés que tu as cherché. Il faut savoir que ce workflow SEO, je le combine avec d'autres workflows SEO, mais ça, c'est le workflow principal. Ensuite, on va agréger ces informations qu'on aura recherchées sur la SERP. Ensuite, on aura un loop d'agent IA qui va découper chaque partie de l'article. C'est-à-dire que typiquement, un article sera 5 H2, okay, et on a envie que cette boucle, elle fasse uniquement un H2. Pourquoi? Parce que comme ça, le H2 sera plus complet. Il y aura potentiellement 2 H3 par H2, et ça va du coup créer un article plus pertinent qu'avoir un agent IA pour rédiger tout l'article. Okay. Ensuite, on peut rajouter un CTA à la fin. On peut utiliser souvent du code pour concaténer l'information. Okay. On peut rajouter le CTA de manière manuelle et ensuite on va update le Airtable.
Faut savoir qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus des clouds type AWS, tout simplement pour stocker des fonctions lambda. Pourquoi? Parce que sur le code directement nativement sur n8n, on n'a pas typiquement les librairies de Python et on n'a pas non plus toutes les librairies de JavaScript. Donc ça peut être très intéressant de stocker du code et de mettre à l'intérieur de la logique du workflow appeler ce code, tout simplement. Comme ça, on peut réduire le nombre de nœuds et de logiques qu'on insère dans n8n, de if, de branches, de transformations. On fait directement avec un code. Ça peut simplifier la vie grandement. Ensuite, le workflow numéro 2, Agentic RAG. Donc, je ne vais pas vous mentir, c'est un Américain qui l'a créé. Et il faut savoir que nous, quand on le met en production, ça va totalement changer. Mais j'aime bien la logique pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je trouve que ce workflow est plutôt sympathique. Donc, la façon dont je le vois, c'est qu'il y a deux parties. Okay, la partie data pipeline, donc la partie juste ici que vous voyez, on va récupérer de l'information spécifique sur Google Drive. Okay. Ensuite, on va le transformer, le formater et l'insérer dans une base de données. Cette base de données, ça peut être Supabase, ça peut être Quadrant, ça peut être Pinecone. Okay. Nous, on utilise beaucoup Supabase et Quadrant. Donc, Quadrant, ça va être vraiment quand on veut mixer le type de recherche. Donc, ça peut être des recherches sémantiques, ça peut être des recherches via filtre, ça peut être des recherches via similarité de relations entre entités. Et après, on peut mixer ces trois types de recherches. Donc, ça, Quadrant, c'est très pratique. Et récemment, j'ai vu une démo du CTO de Microsoft et il utilisait Quadrant dans sa démo. Donc, il faut savoir que ce n'est pas anodin. Ça marche extrêmement bien. Vous pouvez directement le mettre sur vos serveurs. Vous pouvez garder la version cloud. Vous pouvez utiliser du hybride. Tandis que Supabase, c'est vraiment top pour le backend. Nous, on l'utilise personnellement pour le backend de notre SaaS. Vous pouvez tester, ça marche très bien. La data pipeline, ce qui est important de comprendre, c'est que vous pouvez très bien utiliser n8n pour les pipelines simples. Okay, donc, lorsque vous voulez récupérer de l'information depuis Google Drive, la transformer et la mettre dans Supabase. Parfois, il va falloir utiliser des librairies Python. Ces librairies Python peuvent tourner sur le serveur du client. Ça peut très bien tourner aussi sur un cloud externe. Ça peut être très bien une API SaaS que vous allez utiliser. Ça va dépendre de la confidentialité des données, comme je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, vous allez les insérer et les formater dans les bases de données. Okay. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle, nous, de l'augmented metadata, c'est-à-dire que l'information qu'on va prendre d'un document, on va entre guillemets l'enrichir pour insérer plus d'informations dans la metadata. Et ensuite, comme ça, lorsqu'on va faire des requêtes, je vous ai bien dit, les requêtes via filtre. Et les requêtes via filtre, c'est selon différents types de metadata. Typiquement, vous allez enregistrer des mots-clés de certains documents. Lorsque vous allez faire une recherche, vous pouvez rechercher extrêmement facilement via le filtre du mot-clé ou via le filtre d'une date. Et vous pouvez aller très loin dans les métadatas. Et souvent, lorsque c'est en production, il y a pas mal de métadatas. Il y a aussi de la recherche sémantique et il y a aussi de la recherche hybride. Ensuite, ce qui est plutôt sympa, c'est que vous avez aussi l'agent IA qui est connecté du coup directement sur la base de données. Okay, c'est là que ça devient intéressant. Vous pouvez mettre un agent IA, vous pouvez mettre plusieurs agents IA. Okay, c'est-à-dire que souvent, c'est pas un seul agent IA qui va faire tout le job et à qui on va connecter à 18 tools, mais c'est plutôt 4, 5 agents IA qu'on va connecter à 2-3 tools. Okay, vous pouvez très bien mettre un chat en entrée et vous pouvez très bien mettre un format d'entrée d'information différent qu'un chat. Okay, donc le webhook, okay, qui, comme vous le voyez sur ce workflow, est désactivé. Ensuite, vous avez un edit field. Typiquement, c'est pour récupérer l'information spécifique à l'intérieur, par exemple, du chat ou du webhook, pour après l'insérer dans le RAG AI Agent, où on aura les variables, okay, les variables qu'on aura récupérées dans le edit field. Ensuite, cet agent, je l'ai peut-être pas dit, mais vous le savez probablement si vous avez regardé mes vidéos ou celles de mon associé, mais on a le chat model. Okay. Ensuite, on a la mémoire. Donc là, la mémoire, c'est sur Postgre. Et ensuite, vous avez vos tools. Et là, le tool, on a notamment Supabase Vector Store qui est connecté à un embedding d'OpenAI. Ensuite, on a le Theme Tool qui a été rajouté récemment et qui marche plutôt bien. Ensuite, on va répondre au webhook. Okay, donc là, ça va dépendre encore une fois du scénario et de comment vous allez l'insérer dans les systèmes du client ou dans vos systèmes. On s'attaque au workflow numéro 3, donc les agents email. Donc ça, c'est tout un sujet, tout le monde en fait. Est-ce que c'est pertinent? Je trouve que oui, ok, mais plus ou moins. C'est-à-dire c'est une nuance selon le client, c'est une nuance aussi selon les réglementations. C'est-à-dire que vous allez probablement stocker les informations dans une base de données. Après, vous voulez les réexploiter avec vos agents et via des LLM. Sauf que typiquement, le client, s'il a des informations personnelles qui passent par les emails, soit il va falloir passer par des LLM open source,
ok? Soit il va falloir passer par des LLM en Europe via Azure, soit via un LLM français tel que Mistral, ok? Soit sinon des systèmes pour anonymiser la donnée ou ne pas envoyer les données, les PII, les informations personnelles, dans les LLM. Donc ça, c'est un questionnement qui est plus ou moins complexe, mais qu'il faut prendre en compte. Donc cet agent email est très simple, ok? Le workflow se lance lorsqu'il est appelé via un autre workflow, ok? Donc ça, c'est un nœud sur un UTN qui est puissant, qui s'appelle Workflow Input Trigger. Donc vous pouvez très bien appeler un workflow via un autre workflow. Ensuite, vous avez votre agent email classique connecté à un MCP client Gmail avec deux possibilités, un succès ou une erreur. Ensuite, vous avez votre agent IA qui est connecté à votre MCP Server Trigger, qui est connecté lui-même à tous les outils Gmail possibles ou pas. Vous pouvez très bien le connecter à moins d'outils Gmail, mais là, on l'a connecté à l'envoi d'email, l'envoi de draft, répondre à un message, répondre à plusieurs messages, récupérer plusieurs threads, récupérer plusieurs brouillons, etc., etc. Vous pouvez très bien utiliser Microsoft au lieu de Gmail. Ok, nous, on utilise les deux, mais il faut savoir que il y a des différences, ça dépend. Premier élément, c'est certain, de qu'est-ce que vous utilisez ou de qu'est-ce que votre client utilise, mais en général, de notre expérience, tout ce qui est Google, c'est plus simple à manipuler que tout ce qui est Microsoft. Donc, si on a envie d'aller chercher le chemin, entre guillemets, de la possibilité, de la puissance et de la personnalisation, on va plus passer sur Gmail. Et si on a une entreprise un peu plus professionnelle, entre guillemets, qui utilise déjà Microsoft et les services adjacents, on va continuer sur Microsoft, il n'y a pas de souci. Pareil, à l'intérieur de Microsoft, on a OneDrive. OneDrive, ça marche très bien, ok? Mais OneDrive, c'est un peu plus complexe à utiliser que Google Drive, en tout cas directement sur un item. Mais les deux fonctionnent très bien. Ensuite, quatrième workflow de récupération des nouvelles boîtes. On va utiliser l'API du Bodak qu'on va requêter avec une URL spécifique qui va nous permettre de récupérer toutes les nouvelles boîtes. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va formater l'information, on peut supprimer les doublons, on peut mettre un schedule trigger, nous c'est ce qu'on fait chez nos clients pour ce workflow, c'est-à-dire qu'on va récupérer ces nouvelles boîtes, par exemple, tous les jours. Ensuite, on va l'insérer cette information dans le Airtable. J'ai fait une vidéo spécifique sur ce workflow sur ma chaîne. Mais c'est un workflow que je pense pertinent à montrer. Pourquoi? Parce que c'est une réelle utilité. Ok, vous pouvez très bien le combiner après avec des workflows d'enrichissement, des workflows de scrapping. Ok, donc, dès que vous avez récupéré une nouvelle boîte, vous allez regarder les informations que vous avez sur cette nouvelle boîte et les informations que vous n'avez pas. Après, vous allez déclencher d'autres workflows. Ça me fait penser un peu au SaaS Full and Rich qui va déclencher différents services pour récupérer de l'information. Là, pareil, vous allez faire une suite de workflows selon l'information que vous allez récupérer. Et par exemple, vous n'avez pas telle information, donc vous allez lancer tel workflow. Et typiquement, aujourd'hui, on utilise aussi beaucoup Perplexity pour récupérer ces informations. Pourquoi? Parce que ça marche plutôt bien. Alors, il faut voir si vous voulez plus une approche entre guillemets programmatique. Ok, donc vous allez faire des requêtes, par exemple, sur Google ou des requêtes HTTP, vous allez récupérer de l'information, après vous allez traiter via des algos ou directement via un LLM. Mais là, le LLM, il va faire potentiellement des erreurs. Sur ce type de recherche en général, il fait pas d'erreur, mais il peut coûter cher si vous faites de la masse. Donc si vous avez envie de récupérer de l'information pour 50 personnes, on va utiliser probablement Perplexity. Si vous avez envie de récupérer de l'information sur 2000 personnes, on va probablement utiliser d'autres mécanismes. Et enfin, le dernier workflow qui permet de récupérer de l'information depuis Google, d'utiliser plusieurs API de Google. Donc, il faut savoir que les API de Google, c'est sur Google Cloud Console. Okay, donc, vous pouvez enable, entre guillemets, donc vous pouvez activer ces différentes API pour pouvoir après les utiliser. Vous avez un token. Ok, ce token et cette API, après, vous pouvez la restreindre. Ok, comme ça, il y a que certaines personnes ou certaines IP qui peuvent accéder à ces tokens. Okay, et ensuite, vous pouvez faire autant de requêtes. Enfin, non, vous pouvez pas faire autant de requêtes que vous pouvez faire autant de requêtes que vous avez, entre guillemets, d'argent. Donc, il faut savoir que Google donne 200 € d'essai, donc c'est largement suffisant pour la plupart des tests et API, voire même pour un ou deux projets clients, voire plus. Ok, mais si vous faites tourner par exemple votre SaaS derrière, là forcément ça va coûter beaucoup plus cher. Ou si vous avez des workflows avec un énorme volume, forcément ça va coûter plus cher. Et je vous conseille de faire attention, que ce soit AWS ou Google, parfois ça peut coûter très cher rapidement. Ok. Ensuite, ce qu'on fait du coup, c'est qu'on utilise Geocode, qui est donc une API de Google comme je vous l'ai dit. On va subdiviser les informations qu'on récupère pour diviser
la surface, de la longitude et de la latitude. Pourquoi? Parce qu'on a envie de récupérer des carrés plus spécifiques. Pourquoi? Parce que l'API qu'on va utiliser par la suite a un maximum d'entreprises qu'on peut récupérer. Dans le sens où, par carré, on peut récupérer 60 entreprises. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que, la technique que j'ai trouvée, un des mécanismes auxquels j'ai pensé, c'est tout simplement diviser la surface en 4 pour multiplier par 4 le nombre d'entreprises qu'on va trouver. Est-ce que, fondamentalement, on va trouver 4 fois plus d'entreprises? Non. Pourquoi? Parce que l'API, elle marche très bien, mais elle marche pas non plus à 100% de précision. Donc, au lieu de trouver 4 fois 60, donc 240 entreprises, vous allez probablement avoir 50 entreprises qui sont les mêmes. Mais vous aurez quand même, du coup, 3,3 fois plus d'entreprises que si vous avez fait juste la requête directement via la surface initiale. Ensuite, vous avez vos requêtes HTTP qui fonctionnent sur l'API de Google. Donc l'API de Google Maps, il y a plusieurs API de Google Maps, donc ça va dépendre des informations spécifiques que vous voulez récupérer. Je vous incite à regarder leur documentation, le prix, etc. Aussi, souvent, on met des waits. Pourquoi? Pour pas requêter les API trop rapidement. Parfois, ça peut faire bugger. Parfois, ils vont vous flaguer parce qu'ils vont voir que depuis votre adresse IP, il y a eu je sais pas combien de requêtes. Ça va dépendre, hein. Parfois, c'est des requêtes gratuites et du coup, ils vont vous flaguer. Et parfois, comme c'est payant, ils savent que vous payez. Donc, vous pouvez faire quasiment autant de requêtes que vous voulez. Ça va dépendre de la puissance de leur serveur. Bon, a priori, sur Google, il n'y aura pas de souci dessus. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut récupérer ces informations, les insérer dans un Airtable, comme d'habitude, et mettre plusieurs agents IA. Ces agents IA, on a de la recherche approfondie, via Perplexity, comme je vous l'ai dit, donc on peut récupérer d'autres informations adjacentes à l'entreprise. Il y a aussi de l'analyse, donc vous pouvez faire des analyses extrêmement pertinentes. Donc là, c'est plus pour les cabinets de conseil. Si vous voulez vraiment des analyses spécifiques, vous pouvez très bien mettre des agents IA derrière. Et ces agents IA, ils sont connectés à des LLM puissants. Vous leur donnez votre méthodo. Et ensuite, selon l'information qu'ils ont, ils vont vous pondre un document. Ce document, vous pouvez très bien le mettre sur Google Doc. Vous pouvez très bien le mettre sur une autre surface que Google Doc. Et après, vous pouvez vous envoyer un email de récapitulatif. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai réussi à vous montrer quelques workflows qu'on utilise réellement et qu'on a développés pour nos clients. Il faut savoir qu'il ne faut pas uniquement les copier-coller. En général, il va falloir comprendre le besoin du client, après améliorer ces workflows spécifiquement. Pourquoi? Parce que quand vous allez comprendre les besoins des clients, vous allez voir que en fait cette fonctionnalité elle correspond pas. Il va falloir construire une autre fonctionnalité, il va falloir construire une autre branche, il va falloir utiliser une autre API. Ça va vraiment dépendre du client. Et après, potentiellement, ça va pas être uniquement un de ces workflows, ça va être 5 workflows qui va répondre à une problématique, donc des sortes de packages. Vous pouvez liker et vous abonner si ça vous a plu.